Mesdames et messieurs, bienvenue à l'émission Art et Lettres. Aujourd'hui, Art et Lettres a le plaisir d'accueillir l'auteure et conférencière Stéphanie Giroux. Alors Stéphanie Giroux est bachelière en administration des affaires de l'Université de Québec à Montréal, consultante, formatrice et conférencière internationale et multiculturelle sur des projets de transformation des entreprises et en développement de leadership en Amérique du Nord, au Maghreb, en Afrique et en Europe. Stéphanie Giroux est devenue aussi créatrice d'expériences visant l'évolution de la conscience de soi afin de favoriser l'adaptabilité à tout contexte d'entreprise humain et culturel. Elle est l'auteure, entre autres, de L'alchimie interculturelle. Son tout dernier, c'est Mes orteils expérimentent l'extraordinaire. Stéphanie Giroux, bienvenue à l'émission Art et Lettres. Merci, monsieur. Monsieur Kamal. Merci beaucoup. Vous êtes auteur et conférencière sur des projets de transformation d'entreprise. Pouvez-vous nous en dire plus? Oui, dans le fond, c'est un bagage d'au moins 2 décennies de projets de transformation en entreprise. Et dans les premières années, je dirais les 15 premières années, j'étais beaucoup comme une machine. Donc, je produisais des livrables, je livrais, je gérais des projets, je faisais l'analyse d'affaires. J'étais très, très orientée sur la tâche et produire. Et à un certain moment, je me suis un peu brûlée là-dedans et une quête de sens est montée très forte en moi. Et c'est à partir de là que j'ai commencé à explorer l'humain beaucoup plus. Je le faisais déjà d'un point de vue personnel, mais c'est comme si j'étais dans 2 mondes différents. J'étais dans des polarités. Ma vie personnelle était très orientée sur me comprendre, avoir conscience, dans le fond, essayer de comprendre mes comportements, mes émotions, comment je vivais les choses, comment je gérais mon hyper-sensibilité, dans le fond. Mais ça, je le faisais de façon intime et très secrète, je dirais. Puis d'un autre côté, au travail, j'étais toujours orientée sur la performance. Et donc, les gens avaient une perception de moi comme étant une personne qui était là pour livrer et donc toujours être extrêmement productive. À un certain moment, j'ai réalisé que c'était une façade, hein? C'était comme un peu un masque d'être toujours dans ce mode de performance-là. Et ma quête, dans le fond, a commencé pour intégrer les 2 notions. La notion hyper-rationnelle et celle qui est plus hyper-sensible. Donc, de faire le pont pour devenir un humain plus authentique, plus vrai, plus conscient de qui il est vraiment. Donc, dans le fond, c'est une aide pour performer au sein de l'entreprise, s'adapter aussi aux mécanismes de l'entreprise qui ne sont pas souvent aussi simples. Non, c'est ça. Puis souvent, c'est que j'ai maîtrisé l'art du rationnel en entreprise. Mais à un certain moment, j'ai vu une limite à ça. J'ai vu que les projets qui avaient du succès, c'est ceux où est-ce qu'on avait le temps de respirer. Oui. C'est ceux où on avait le temps de sourire, où on avait le temps d'avoir du plaisir, Exactement. où on avait le temps d'être humain. Et aussi, où est-ce que les gens on leur communiquait comme il faut, où est-ce qu'on prenait en considération leurs préoccupations et qu'on y répondait. Et c'est là que j'ai réalisé, à travers mon parcours, que cet angle-là, ce levier-là, qui est plus l'humain, qui est plus d'amener, de répondre à ces besoins-là, allait amener, pour les entreprises, plus de performance peut-être, plus d'efficacité organisationnelle lors des projets, mais surtout, allait aussi contribuer à diminuer le stress des gens. Exactement. Et à leur permettre d'être plus dans un rythme qui est sain pour eux et donc, en bout de ligne, devenir productif pour l'entreprise. Donc, le stress aussi qui est le mot-clé à ce contexte-là. Et généralement, dans nos interactions quotidiennes, et de par votre expérience, est-ce qu'on est souvent conscient des filtres que nous utilisons tous les jours dans notre regard sur nos interlocuteurs avec lesquels on parle? Est-ce qu'on est conscient de ces mécanismes, à votre avis, inconscients? Je pense qu'on n'a pas le temps de l'être nécessairement. La vie va trop vite. Surtout le rythme, quand on habite dans des milieux urbains,
Le rythme est tellement rapide qu'on n'arrive pas à juste faire un regard sur soi, un regard sur nos réactions, même sur comment on se sent pendant qu'on est dans l'action. Et souvent, quand on est en entreprise ou quand on est dans que ce soit des activités de réseautage ou activités communautaires, on est dans l'action beaucoup. Donc, prendre le temps d'observer comment on se sent, qu'est-ce qui se passe en nous, ça devient un genre d'option difficile un peu. Donc, c'est important peut-être d'avoir cette introspection-là d'abord avec soi-même pour éventuellement être capable de s'auto-observer aussi, même en milieu de travail ou en milieu qui est social, là, si on veut. Donc le recul est nécessaire à ce moment-là dans l'entreprise parce que ça permet aussi, comme vous venez de dire, de s'auto-analyser et de s'observer, peut-être mieux d'avancer et de faire une relance donc beaucoup plus pertinente dans nos démarches. Vous êtes auteur de l'alchimie interculturelle, un très beau titre, Alchimie et interculture. Je trouve qu'il y a une belle fusion dans ce titre-là. Pouvez-vous nous présenter d'abord ce livre, de quoi ça parle? Dans le fond, le but est un peu de développer notre intelligence émotionnelle avec les autres cultures. Mais ça se fait à travers une meilleure connaissance de soi d'abord. Tout simplement, oui. Donc, si on apprend à se connaître et on apprend à reconnaître nos réactions, nos valeurs, nos propres dimensions culturelles, voir un peu où est-ce qu'on se situe dans le spectre des dimensions culturelles, ça nous permet de comprendre aussi qu'est-ce qui va nous faire réagir. Et quand on est conscient de ça, on peut déjà là agir autrement. Exactement. Donc c'est en partant de soi-même souvent aussi qu'on peut donc aussi aller vers l'autre, donc si on peut le dire comme ça. Mais je pense qu'on va parler beaucoup plus du livre après la pause. Alors mesdames et messieurs, on vous revient dans les minutes qui viennent. Merci. Alors de retour avec vous mesdames et messieurs dans le cadre de l'émission Art et Lettres avec notre invitée Stéphanie Giroux. Alors Stéphanie, on parlait tout à l'heure de votre livre Alchimie interculturelle. Et je vous disais aussi mon admiration du titre. Mais j'aimerais savoir comment est-ce que vous êtes arrivé à écrire ce livre? C'est quoi les circonstances qui l'ont dicté? C'est assez particulier. Assez particulier parce que je ne croyais pas être auteur un jour dans ma vie, mais la vie m'a amenée là. Et dans des circonstances vraiment spéciales, c'était lors des funérailles de ma sœur. Oh. C'était la période où ils ont déposé le projet de la Charte des valeurs québécoises. Et étant donné qu'on est assis autour de la table, les gens parlent de tout et de rien, de l'actualité, il y a un gros débat très chaud qui a monté par rapport aux différentes cultures. Et là, on a commencé à sortir des préjugés, des peurs que je ne croyais pas qui étaient là. J'avais même des proches qui avaient des propos presque racistes. Et ça m'a heurtée, parce que moi, j'ai un petit côté gitan, là, très peace and love dans moi. Et je me disais, mais comment des gens proches de moi peuvent penser ça? J'ai essayé de les questionner sur pourquoi ils pensaient ça, qu'est-ce qui provoquait chez eux ces sentiments-là. Et c'était vraiment comme s'ils étaient programmés par les médias et qu'ils n'avaient pas eu d'expérience personnelle avec les autres cultures, mais avait ces préjugés-là qui étaient comme si ça avait été programmé. Et je pense aussi que l'approche avec les autres cultures est très importante parce que je pense qu'au fur et à mesure, avec le temps, au fil du temps, ça diminue un peu les préjugés quand on s'approche plus de soi. Bien, c'est vraiment deux points. Pour moi, ce qui a vraiment été très clair à ce moment-là, c'est l'aspect des peurs et des préjugés. Et même des tabous, à quelque part, qui étaient là. Puis moi, je me suis dit, il faut casser ça. Mais comment on casse ça? C'est ça la question. Alors, il faut oser, je crois. Il faut oser écrire sur les choses. Puis je dois avouer qu'il y a eu plusieurs attentats terroristes entre le temps où j'ai commencé à écrire mon livre et le temps où je l'ai sorti. Chaque fois que je me disais, OK, je le sors maintenant,
il arrivait Il y a quelque quelque chose qui vient. Donc, Charlie Hebdo, etc., il y a eu plusieurs attentats. Puis à chaque fois, je me disais, si je sors ça, ça n'a pas de sens. Je suis tellement à contre-courant. Les médias sont tellement concentrés sur, surtout les musulmans et tout ça. J'osais pas. Mais en même temps, je me disais, j'ai travaillé en Algérie, j'ai côtoyé des gens du Maghreb, j'ai travaillé aussi au Mali, où est-ce que c'est un pays musulman. C'est pas ça, moi, que j'ai vécu. Et je crois pas que ce qui se passe dans les médias, c'est ça, la réalité. C'est une partie, c'est une infime partie, c'est des exceptions qui font tout ce tapage-là. Et les gens sont beaucoup culturellement influencés par les médias. Et je trouve ça, je voulais aller à contre-courant, mais avec beaucoup, avec une espèce de paix. Pas en argumentant, mais, dans la confrontation. Mais avec une réflexion. Oui. Puis tant qu'à faire une réflexion, je suis allée reprendre de ma propre vie. Donc, c'est pour ça que j'ai amené le livre sous forme de récit. J'ai décidé de me rendre vulnérable, d'amener les gens dans l'intimité de ce que j'ai vécu culturellement, personnellement. Comment moi, j'avais mon rapport entre les hommes et les femmes, comment je l'ai vécu ça, enfant et plus tard. Comment j'ai vécu mon rapport à l'autorité, comment j'ai vécu les libertés individuelles versus quelque chose, la sévérité là, qu'on peut avoir. Donc, il y a plusieurs dimensions comme ça qui sont explorées, mais je l'amène à travers mon récit, à travers mon histoire, ce qui fait qu'on le contextualise. Oui. Et le lecteur, veut pas, il a peut-être plus envie de se poser des questions lui aussi, parce qu'il voit un vécu, il voit quelqu'un qui met un peu ses tripes sur la table. Donc, ça l'amène à réfléchir lui aussi sur son enfance, sur sa programmation mentale et sur qu'est-ce qu'il a acheté aussi comme valeur et comme dimension. Après ça, on comprend tellement mieux les réactions, sa propre réaction face à des choses qui nous choquent, mais aussi, c'est qu'on développe des nouveaux réflexes. Donc, d'être plus en ouverture, donc de questionner, mais de questionner de façon constructive, de façon qui fait qu'on interagit et qu'on n'est plus en opposition, on n'est plus en peur, on est en relation avec l'autre. Donc, l'apport de l'interculturel dans la diminution, je dirais, des crispations identitaires et des préjugés, ça joue tout de même un rôle important aussi pour pouvoir dire que les préjugés, ils sont là, mais la communication est nécessaire, n'est-ce pas? Alors, je vous inviterai peut-être bien à nous lire un extrait, si vous le voulez bien, de Alchimie interculturelle de Stéphanie Giroux. Donc, de votre choix. Un extrait qui est complètement en dehors de la question des musulmans ou de tout ça, parce que j'ai exploré... C'est à votre libre arbitre, c'est à votre choix. Donc, c'est ça. Donc, j'ai eu des expériences, des chocs culturels dans différents pays, avec différentes communautés culturelles. Et ici, c'est... il ne faut pas non plus attacher... Quand je dis j'ai eu un choc culturel, pour moi, c'est un individu qui avait des caractéristiques. Donc, ce n'est pas toute c'est une entité, mais pas toute une collectivité. C'est ça. Voilà. Donc, je ne vais jamais dire si j'ai vécu quelque chose avec un Algérien ou un Américain ou un Hollandais. Non, c'est avec un individu. C'est un individu qui peut porter certains traits. Oui. Mais des fois, c'est un peu caricatural, comme l'exemple que je veux vous lire maintenant. Bien sûr, avec plaisir. Donc, le senior manager de Salt Lake City, de son côté, passe le dernier volontairement et ne me fait qu'un seul commentaire. Les yeux comme des fusils, les narines qui fument et la voix exaspérée, il me dira « Who do you think you are? A French-Canadian woman trying to lead an all-American men's team. » Donc, qui penses-tu être? Une Canadienne-Française qui essaie de diriger une équipe d'hommes américains. Il était très outré par mon leadership, ce monsieur. Donc, une pression volcanique monte instantanément en moi. Mes yeux sortent de leur orbite. J'ai envie de rouspéter. De lui dire que ses reproches de primadonna misogyne, raciste, autocratique ne feront jamais avancer les équipes, mais je ravale. Mon coach me regarde comme s'il m'entendait penser et il me répète la règle « Stéphanie, thank you ».
Merci beaucoup de ce beau extrait. Alors, mesdames et messieurs, on vous revient dans les quelques minutes. De retour, mesdames et messieurs, à l'émission Art et Lettres, toujours avec notre invitée Stéphanie Giraud. Alors, Stéphanie, votre tout dernier livre, Mes orteils expérimentent extraordinaire. Il y a une belle image métaphorique, faut-il dire. C'est quoi une expérience extraordinaire pour vous? C'est une expérience qui est inhabituelle, qui sort un peu de l'ordinaire, on s'entend, mais qui est peut-être pas culturellement, ouvertement partagée, si on veut. On peut mettre dans ce cadre-là tout ce qui est, l'hypersensibilité, les perceptions, les ressentis subtils, les prémonitions, les visions, les rêves prémonitoires, toutes sortes de phénomènes que les gens vivent au quotidien, toutes sortes de synchronicités, de symboles, même des symptômes physiques qu'on vit, qui n'ont pas de raison, qui ne trouvent pas de cause. Il y en a énormément et ça fait partie de nous en tant qu'humains. On croit qu'il y a toutes sortes de dires qu'on connaît seulement 10 de l'utilisation de notre cerveau ou une infime partie de notre code génétique. Oui, alors qu'il faut développer tout ça, on a la capacité de le développer. Donc, peut-être que ces perceptions-là ou ces impressions-là ou ces sensations-là qui sont existantes font partie de nous, mais vu que culturellement, c'est pas valorisé ou c'est pas dit, c'est dans des non-dits, peut-être qu'on n'ose pas non plus. C'est un peu tabou aussi. Il y a une réticence, oui. Alors, ce que j'ai remarqué dans votre livre Mes orteils expérimentent extraordinaire, vous parlez de l'inconscient. Oui. Et l'inconscient, il a un rôle ici. À votre avis, comment est-ce qu'on peut apprivoiser l'inconscient pour réussir ces expériences? C'est une tâche très difficile, j'imagine. Apprivoiser l'inconscient, c'est d'abord d'avoir la capacité d'observer ce qui se passe en nous. Je parlais de perception ou de sensation. Il se passe des choses. Déjà là, si on prend conscience de ça, on est moins... c'est pas l'inconscient qui fait juste faire ces choses sans qu'on s'en aperçoive. On commence à en prendre conscience. Et là, on peut commencer à faire des liens aussi avec ce qui se passe dans notre vie, dans le moment présent. Dans le moment présent, oui. Très bien. Alors, donc, nos interactions quotidiennes de chaque jour, parfois, ils nous échappent. Parfois, il y a beaucoup de choses qu'on essaie de dire, mais ils sont parfois guidés par notre inconscient, peut-être par nos désirs, par nos besoins, par les choses qu'on n'avait peut-être pas pu vivre, ou par l'enfance aussi, qui sont donc accumulées dans une zone de notre cerveau. Et là, on est carrément dans la psychologie. Donc, je pense que le regard vers soi, il est aussi important que le regard qu'on projette vers l'autre. Absolument. Et moi, je pense que c'est important de rester en synchronicité entre qu'est-ce qu'on ressent, qu'est-ce qui se vit en soi. Et c'est pas d'essayer de comprendre, mais c'est de vivre l'instant présent. Voilà. Et d'observer les sensations qu'on a, les perceptions qu'on a, les émotions qui viennent, sans pour autant y attacher de l'importance ou mettre de l'interprétation. Voilà. C'est plus d'en être conscient, puis d'observer qu'est-ce qui se passe. Puis quand on est en interaction avec l'autre, tu sais, des fois, il y a des gens qui rentrent en interaction avec nous, on n'est vraiment pas confortable, mais il y a quelque chose qui se passe. Puis c'est intéressant de laisser les choses être là, et tranquillement, ça s'épure jusqu'à ce qu'on ait une réponse claire. Claire, exactement. Alors, vous donnez beaucoup de conférences, vous avez des engagements, et puis vous êtes impliqué aussi, puis vous avez été aussi dans je le rappelais, dans le Salon du Livre de Sherbrooke. Donc, est-ce que vous pouvez nous donner une idée de vos conférences qui viennent, ou de ceux aussi que vous venez juste, ceux qui viennent de passer justement? Donc, j'ai des conférences sur la chimie interculturelle. C'est en mode très interactif. J'ai eu la chance, avec Passerelle d'ailleurs, de débuter des discussions autour du sujet. Et ça m'a amené à ne pas vouloir faire une conférence formelle, mais plus interactive, conférence-discussion. Donc, j'ai commencé à faire ça avec des organismes qui favorisent l'intégration des immigrants.
Donc ça, j'adore ce genre de conférence-là parce qu'il y a des Québécois, il y a des nouveaux arrivants, il y a des anciens arrivants. Il y a une diversité, oui. Donc cette fusion est magnifique tout de même. Et c'est là qu'on arrive à amener des sujets qui sont plus... des fois, c'est des sujets chauds. On repart dans les tabous, les préjugés, les peurs. On casse ça, on amène l'authenticité et l'ouverture. D'un autre point de vue, j'ai des conférences aussi qui est le journal de bord de la méchante consultante. Ça, c'est un autre registre complètement. Ce que je trouve intéressant, c'est que vous mettez de l'humour positif aussi. Oui, c'est absolument humoristique. C'est ça. Et dans le fond, c'est un peu la consultante névrosée qui amène, pas des montées de lait, mais qui amène des prises de conscience au niveau de... Il faut s'occuper de l'humain en entreprise. Et oui, vous faites tous vos projets, vous voulez tous produire, être performant. Mais quand les gens cassent, quand les gens partent, c'est pas là qu'ils sont efficaces dans votre entreprise. Donc, je parle franchement, je parle des jeux politiques, je parle des rumeurs, je parle des jeux de pouvoir. J'amène des solutions, des pistes de solutions pour mieux gérer l'aspect humain, en gérant les préoccupations des gens, les inquiétudes, leurs besoins, comprendre vraiment leurs besoins, puis d'aller là où ils sont, eux, pour les amener à cheminer dans le changement souvent. Parce qu'aujourd'hui, c'est rare les entreprises qui n'ont pas de changement dans le moment, là. Donc, c'est vraiment pour humaniser, dans le fond, amener un coefficient un peu plus humain aux projets qui sont gérés, puis que tout le monde est tellement focus sur la tâche et les résultats, qu'il en oublie que c'est des humains qui font qu'on arrive à un résultat. Et le dernier registre, c'est celui de mes orteils. Expérimente l'avenir. Extraordinaire. Bien là, c'est d'amener les gens, c'est plus des conférences, ça c'est des conférences plus, je dirais, plus au niveau de la conscience humaine, un genre de spiritualité, mais universelle, parce que c'est vraiment spécial. J'ai des gens... autant musulmans, mormons, de toute confession qui m'ont donné un feedback sur mon livre. Et ça vient tous les toucher au cœur même de leur sens à eux, de leurs croyances, des propres perceptions qu'ils ont eux-mêmes. Et je sens qu'il n'est pas pris dans une religion. Il est vraiment accessible à tous. Et dans les discussions, on voit que les gens se reconnaissent dans leur monde intérieur aussi. Oui, donc, exactement. C'est vraiment dimension plus spirituelle, dimension professionnelle, dimension culturelle, mais bon. Mais c'est très intéressant. Explore. Alors, Stéphanie Giraud, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Mesdames et messieurs, merci beaucoup de votre attention et à la prochaine.